Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par La Rochelle Technopole. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Stéphane Ibos de la société K-Pop. Bonjour Stéphane. Bonjour Gilles. Bonjour tout le monde. Stéphane qui, comme vous le savez, avec son franc-parler, va nous parler de levée de fonds. Pour qui, pourquoi, quand et surtout comment. Il va nous apporter son éclairage personnel et surtout ses expériences, notamment dans la gestion des investisseurs. Et tout ça avec son franc-parler habituel. Donc, bon webinaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions sur le chat. Et en fin de session, de toute façon, il y aura une place réservée donc pour y répondre. Voilà. Bon webinaire à tous. Et c'est à toi, Stéphane. Merci Gilles. Bonjour tout le monde. Donc là, le but, je vais essayer de vous faire une présentation un peu rapide de levée de fonds. Comme a dit Gilles, qui, quand, comment et surtout pourquoi. Mon but, c'est pas forcément de vous répéter ce que vous pourriez lire en ligne, parce que voilà, vous pourriez lire plein de choses sur le web, sur comment lever des fonds. Je vais essayer plutôt de vous donner la version un petit peu non dite, parce qu'en fait, il y a plein de petites règles qui sont pas exprimées. Voilà, donc on va regarder ça un peu de cet aspect-là, et je vous partagerai certaines expériences que j'ai pu avoir sur ma startup précédente ou sur l'actuelle. Donc déjà, on va commencer, voilà, comme on l'a dit, on va commencer par le qui est concerné par une levée de fonds et pourquoi lever des fonds. Alors à tort, on pense qu'il n'y a que les startups qui lèvent des fonds. Ça, c'est pas forcément vrai. Il y a plein de boîtes qui peuvent lever des fonds à un moment donné. Donc typiquement, une startup, ça en est une. C'est caractériser une startup par en gros beaucoup de risques. Que ce soit niveau produit, niveau marché, voilà, c'est un risque inhérent, mais avec un fort potentiel de croissance. C'est vraiment ce qui caractérise une startup. Une autre société qui pourrait lever des fonds, c'est une société qui a été reprise. Donc, par exemple, ça peut être une entreprise familiale qui a été reprise par les enfants ou la famille. Ça peut être une société qui a été rachetée, qui jusque-là n'avait pas forcément un gros profil de croissance exponentielle, mais dont les repreneurs ont un plan en disant, ben voilà, si on était capable d'injecter tant de fonds, alors on pourrait lancer une nouvelle offre ou acquérir un nouveau marché, etc. Les autres sociétés qui lèvent des fonds, vous le voyez souvent, en fait, c'est les sociétés établies historiquement. Donc, quand vous voyez, par exemple, mais je peux parler de grands groupes, là, des groupes comme Total ou comme Air France ou comme Thales, qui sont cotés en bourse et qui, à un moment donné, vont faire une émission de titres en bourse. Pourquoi ils font ça? Ben, tout simplement parce que s'il y a émission de titres, il y a une rentrée d'argent et de fonds propres. Et pourquoi ils font ça? Ça peut être pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire se recapitaliser. Ça peut être pour d'excellentes raisons, c'est-à-dire ils veulent conquérir un nouveau marché, lancer une nouvelle offre, ouvrir, etc. Et enfin, il y a des sociétés qui auront un fort potentiel de marché, mais dans très très longtemps. Donc ça, c'est typiquement toutes les sociétés des industries pharmaceutiques, du biomédical, qui ont des années et des années de recherche-développement avant d'arriver à quelque chose de meaningful. Qui en général ne lève pas de fonds, ou du moins pas dans ce que je vais vous présenter, c'est-à-dire augmentation de capital et investisseurs. Ce sera en général les TPE ou les PME qui ont un plan de croissance organique qui est basé sur la rentabilité. Je vous donne un exemple. Si vous décidez d'ouvrir un bar ou un café, à moins que vous ayez en tête un concept qui fait que d'entrée, vous allez voir faire une chaîne de bars et de cafés et que vous allez franchiser ou quelque chose comme ça. Si vous voulez juste ouvrir votre bar ou votre café, vous n'allez pas aller chercher des fonds d'investisseurs, tout simplement parce que si vous donnez 100 000 euros, vous aurez du mal à leur dire dans 5 ans, je te rends 1 million d'euros. Donc, dans ce cadre-là, c'est plutôt les banques qui vont financer avec un business plan, avec tout un travail sur amener à la rentabilité de l'entreprise. Alors, pourquoi on lève des fonds? Pour les sociétés à haut risque, le problème, donc ça, type startup, le problème, c'est qu'il faut aller très, très vite sur le marché pour acquérir très vite une base client qui est la plus large possible. Et donc, en général, on n'a pas le temps de faire ça sur un développement organique basé sur la rentabilité. Donc là, il va falloir des gens qui vont vous donner l'argent pour développer votre produit ou votre service, aller sur le marché,
capturer le plus de parts de marché possible. Et après ça, ben, cette part de marché, elle a une valeur, soit en termes de chiffre d'affaires, soit en termes de métriques. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'accélérer, d'aller très, très vite. Sur les sociétés qui ont été reprises et qui ont un plan de croissance, ben là, en général, le potentiel de retour, il est un peu plus garanti parce que vous avez cette espèce de présence historique, cette histoire de la société. Ça rassure les investisseurs. En revanche, ils font un bon plan en expliquant qu'ils vont pas vous donner 500 000 euros, 1 million d'euros ou 10 millions d'euros parce que vous allez juste repeindre la façade de l'entreprise et aller plus vite. Donc là, on est vraiment dans un cas où il faut pouvoir démontrer que vous allez prendre un tournant ou un nouveau départ qui vraiment a un potentiel de retour. Quant aux technologies longues à développer, ce qui en général plaît aux investisseurs, c'est qu'il y a une très importante barrière à l'entrée. Puisque si vous devez passer 5 ans à développer une technologie ou un produit ou un médicament, il est évident que très peu d'entreprises auront la capacité financière de se financer sans chiffre d'affaires pendant 5 ans. Donc ça leur plaît, c'est une importante barrière à l'entrée. Encore une fois, il faut prouver qu'il y a un potentiel fort retour. Et donc, comme je vous l'ai dit, le problème sur les TPE, PME classiques, en fait, il n'y a rien de mal avec ça, mais qui vont grossir de manière organique sur leur rentabilité, c'est que l'investisseur va pas avoir un retour en x10, x20 sur 5 à 10 ans. Donc là, c'est pas la même topologie, en fait. Voilà, ça c'est juste un peu pour mettre le contexte. On va surtout passer au quand. Alors, le quand, il est intéressant. C'est une question que j'ai très, très souvent. De start-up, entre autres, qui me disent mais à quel moment on doit lever des fonds, sachant que de toute façon une société a toujours besoin d'argent, qu'une start-up a toujours besoin de fonds, mais la réponse paradoxalement c'est pas forcément dès le début ou tout de suite. En fait, le moment, de manière triviale, il va dépendre de votre besoin financier et de la maturité de votre boîte. C'est-à-dire, vous allez peut-être lever 100 000 euros au bout de 6 mois de création de la société parce que vous avez le proto, parce que vous croyez au marché, vous avez fait vos études, mais vous n'avez pas besoin à ce moment-là de lever 10 millions d'euros. De toute façon, personne ne vous les donnerait parce que vous ne pourriez pas les déployer de manière adéquate. En revanche, vous reviendrez voir des investisseurs potentiels dans 1 an ou 2 pour aller lever 10 millions d'euros. Donc, il y a vraiment la taille du besoin qui dépend du stade où vous en êtes. Et quant à la maturité, ben, ce que j'entends par maturité, c'est que si vous êtes encore au stade de l'idée sur un papier blanc, il y a très peu de chances que des investisseurs vous donnent de l'argent. Ils vont vouloir voir que vous avez fait un peu d'études de marché, que vous avez une espèce de proto qui fonctionne, quelque chose comme ça. Donc, en fonction de ce besoin et de votre stade d'avancement ou de votre maturité, vous allez cibler certaines catégories d'investisseurs. Là encore, je vois pas mal de startups qui m'expliquent au bout de 6 à 8 mois d'activité. Donc, ils sont encore au stade vraiment pré-prototype. Ils ont quelques premiers testeurs, une poignée de testeurs sur la plateforme et ils vont parler au groupe de venture capitalistes. Et à chaque fois, ben, ils reviennent un peu dépités parce qu'ils disent « Ah oui, mais alors, ils nous ont dit, revenez nous voir quand vous avez 10 000 euros de Monthly Recurring Revenue, donc MRR. » Voilà, mais c'est évident parce que ces groupes-là, en fait, ils sont pas faits pour investir sur du early stage au tout début. Ces groupes-là, ils sont faits pour vous donner une capacité de scale-up quand vous avez déjà commencé à prouver un peu votre concept et qu'il s'agit de le déployer. À contrario, les angel investors, qui sont des gens très très bien pour vous donner les premiers 10 000, 20 000, 50, 100 000, 200 000 euros, eux vont avoir tendance à investir sur un proto parce qu'ils vont acheter une vision, ils vont acheter, voilà. Ceux-là, en revanche, très peu d'entre eux pourront vous suivre quand vous faites votre tour suivant 1 an ou 2 après. Vous allez chercher 1 million, 2 millions, 5 millions. Très, très peu pourront vous suivre parce que c'est des angels, donc ils ont de l'argent de côté, mais ils n'ont pas les capacités d'aligner ou pas forcément d'aligner 500 000 euros sur un tour. Alors, du coup, quand on a ça, quand on se dit, ben, là, on est à ce stade de la société, et j'ai un slide après pour vous montrer exactement les stades. On est à ce stade-là, on va aller viser ces investisseurs-là. Du coup, on revoit en fait notre taille d'investissement. C'est-à-dire, si j'ai prévu au bout de 6 mois d'avoir créé ma startup, d'aller lever 1 million d'euros, et que du coup, je me dis, mais attends, à ce stade-là de la boîte, c'est les angel investors qui vont me donner de l'argent. Donc, c'est des gens qui vont me faire des chèques de 10 000, 20 000, 50 000 euros. Si je veux lever 1 million d'euros, ça veut dire qu'il m'en faut 100.
Bon, alors ça, c'est titanesque. Ça, vous passeriez le reste de votre vie à aller chercher 100 personnes qui vous donneraient les 10 000 euros. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on revoit la taille d'investissement. On se dit, ben, comme là, ma cible, c'est des angel investors, ben, du coup, il faut quand même que je sois pragmatique. Je vais aller chercher 100 000, 200 000, peut-être jusqu'à 500 000 euros, mais pas plus. Sinon, vous y passez le reste de votre vie. Et donc, en fait, de tout ça, on en revient à ce que j'appelle l'alignement de votre levée de fonds, c'est-à-dire quelle est vraiment votre levée réelle et maximale possible. Certes, votre startup à 6 mois, vous avez fait vos thèses et le proto, vous auriez aimé lever 1 million d'euros. Mais soyons honnêtes, vous n'y arriverez pas. Vous n'allez pas trouver 100 personnes pour donner 10 000. Donc, vous revoyez votre besoin en disant, en fait, on va lever 100 000, 200 000 euros. Ça va nous amener à l'étape suivante de développement où on aura des KPI, on aura des preuves de marché et on reviendra voir d'autres investisseurs pour la grosse levée. Donc, en fait, c'est ce qui détermine le quand. C'est pas tellement temporel, le quand dans une levée de fonds, c'est beaucoup plus conjoncturel et en fonction de votre avancement. En fait. Du coup, voilà, à ce propos-là, puisque le quand est conjoncturel, je voulais vous partager ce slide que j'avais fait il y a quelques temps, parce que je trouve qu'en fait, il y a un manque un peu de clarté sur dans la sphère entrepreneuriale sur exactement qui on va voir, pourquoi, quand, à quel moment. Donc là, j'ai essayé de résumer un peu. Donc déjà, il y a deux parties, d'accord? Il y a l'investissement privé, l'investissement public. Quand je dis l'investissement public, je ne parle pas des acteurs publics, régionaux, étatiques, je parle des marchés boursiers. Quand une entreprise entre en bourse et qu'elle devient cotée. C'est ce qu'on appelle du financement public parce que n'importe qui, du moment que vous êtes coté en bourse, peut aller acheter vos actions et les revendre sans par ailleurs que vous le demandiez. Et de la même manière, sous réserve de certaines règles, vous, en tant que société, vous pouvez émettre de nouvelles actions, ce qui a pour effet de renforcer vos fonds propres. Bon, cette partie-là, je vais la laisser un peu de côté parce que j'aimerais beaucoup que beaucoup d'entre nous soient en position de faire des entrées en bourse d'ici quelques mois, quelques années, mais je suis pas sûr que ce soit exactement le sujet du jour. On va donc se focaliser sur la partie privée. La partie privée, il y a deux grosses catégories en fait de moments d'investissement. Il y a vraiment ce qu'on appelle le pré-seed et le seed. Ça, c'est vraiment le début d'une idée. Le début d'une idée où typiquement vous avez le concept. Comme je vous l'ai dit, vous avez un prototype, vous avez fait des études de marché, mais voilà, vous n'êtes pas du tout en mode encore avoir des clients, avoir du revenu, avoir une dynamique de réplicabilité. En général, sur le pré-seed, le seed, vous allez aller lever entre 100 000. Alors, j'ai mis des dollars, hein, mais attention, c'est pareil en euros, hein, d'accord? Toutes ces échelles-là, c'est les mêmes. Vous allez lever entre 100 000 et 1 million d'euros. Je vous donne un exemple. Là, sur notre startup actuelle, en pré-seed, on a levé à peu près 400 000 euros. Parce que, et là, on est un peu bon, parce qu'on avait un réseau autour de nous. Sur la startup précédente qu'on avait créée depuis l'Australie, on avait levé 1 million de dollars en pré-seed. Donc, ça se fait sous des conditions particulières, etc. Mais en général, c'est entre 100 000 et 500 000 euros à peu près. Et puis ensuite, vous allez passer à ce qu'on appelle les séries. Vous avez peut-être lu là-dessus. Les series A, B, C, D, E. Si vous lisez un peu de TechCrunch ou les trucs de la tech, vous allez voir qu'on vous dit parfois Uber vient de faire sa série E et on levait 1,2 milliard de dollars. Voilà. Qu'est-ce que c'est les séries? En fait, c'est tout simplement des tranches d'investissement. C'est tout simplement pour indiquer, pareil, on en revient à la maturité aux besoins. En général, les séries A, c'est à peu près de l'ordre de entre 1 et 5 millions d'euros. Et puis après, B, ça augmente, c'est entre 10 et 30 millions d'euros, etc., etc. Ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, vous ne parlez pas aux mêmes personnes. Donc, en pré-seed et seed, si vous avez de la chance d'avoir des copains et de la famille qui ont de l'argent, c'est ce qu'on appelle le love money. Et j'y reviendrai là-dessus parce que ça peut être tout à fait dangereux à manipuler. Sinon, vous avez typiquement les angel investors. Donc, c'est des gens qui ont un peu d'argent et qui vont être passionnés par vous aider dans votre nouvelle aventure. Ils croient soit au marché, soit en votre idée, soit en vous. Voilà, il y a plein de raisons. Pour ceux-là, pour ces investisseurs-là, si vous regardez un objectif, qu'on soit clair, hein, on ne va pas se mentir, l'objectif de tout investisseur, c'est de faire de l'argent. Si vous pensez pour une seule seconde que des investisseurs vont investir juste parce qu'ils veulent changer le monde avec vous, etc., c'est absolument faux.
La plupart des investisseurs, ils vous donnent 10 000 euros. Ils se disent et ils espèrent que sous 5 ans, ils peuvent récupérer au moins 100 000 euros. Donc ça, il faut bien le comprendre. En revanche, la notion de changer le monde, elle est très vraie sur les angel investors. En général, ce sont des gens qui investissent dans des domaines très particuliers, qui soit leur plaisent, soit ce sont leurs domaines de compétences, mais qui vraiment, vraiment croient à une idée et se disent, ben voilà, tiens, je peux le faire, je peux aider ces jeunes pousses à aller changer le monde. Là, c'est vrai, il y a ce degré de sincérité. Du coup, les KPIs que vos investisseurs vont regarder à ce moment-là, donc sur les précis décides, c'est d'abord votre go-to-market, c'est-à-dire votre stratégie pour aller sur le marché, en capturer le plus de parts possible. Ensuite, ils vont être très attentifs à l'adoption de votre produit. Ça semble logique. Ils croient en l'idée, vous aussi. Ils vont regarder votre exécution et vraiment la métrique principale pour eux, c'est est-ce que votre produit finalement ou votre service, les gens le veulent ou pas. Voilà. Et la troisième chose à laquelle ils vont avoir tendance à être attentifs, c'est votre plan de monétisation. C'est-à-dire qu'en général, ils comprennent qu'au tout début, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de revenus, de chiffre d'affaires, voire pas du tout. Et c'est OK, mais ils vont être quand même très attentifs à votre plan pour acquérir du chiffre d'affaires et le faire grossir. Quand vous passez en série A, donc en général, vous allez parler à des venture capitalistes. Vous allez pouvoir passer à des equity firms. Alors là, la différence des equity firms, c'est qu'en général, et ça rejoint un peu les PE firms, qui est private equity funds. Ça, en général, ce sont des structures, typiquement dans le milieu anglo-saxon, comme les fonds de pension. Les retraites, en fait, hors de France, je pense, en tout cas dans les milieux anglo-saxons, sont des retraites par capitalisation. Donc, en fait, les gens, tous les mois, ils déposent de l'argent de leur salaire sur une espèce de compte en banque, qui est le compte retraite. Et ces fonds de retraite qui gèrent votre argent l'investissent et le placent de sorte que quand vous arrivez à l'âge de la retraite, l'argent est fructifié et bien fructifié. Particularité de ces fonds, en général, ils se doivent de garantir, de fournir en retour de l'ordre de 12 à 15% de retour annuel. Donc, je ne sais pas si vous imaginez l'état du marché actuel et depuis quelques années. C'est un exercice assez tendu. Donc, en fait, ils mélangent dans leur portefeuille des investissements assez stables, assez tranquilles. Par exemple, ils vont acheter des actions EDF, ils vont acheter des actions Total, ils vont acheter des actions Thales, voilà, des bonnes grosses actions qui tranquillement avancent, mais ils ont une partie du portefeuille qui est très risquée, où ils vont investir dans des startups, dans des pousses qui montent, parce que le principe, c'est qu'ils disent sur la trentaine, la quarantaine d'années où on va devoir gérer les fonds de notre client, on se dit qu'il y aura un potentiel que sur toutes les startups dans lesquelles on aura investi, il y en a une ou deux qui fassent une bonne culbute. Et puis, vous avez les éléments de ce que j'appelle le structured funding. Donc, ça peut être typiquement des grands groupes qui se lancent dans du financement structuré et qui, donc, du coup, ont des branches d'investissement, etc. Dans tous les cas, là, ce sont des gens où l'émotion ne compte absolument pas. En clair, ils en ont rien à faire de vous en tant que personne. Vous êtes une ligne de chiffres dans un énorme tableau. À la fin de ce tableau, il y a le rendement auquel ils s'attendent et vous êtes juste un des éléments de ce rendement. Et leur but, c'est qu'évidemment, le moins possible d'éléments dans leur tableau fassent défaut. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de connexion émotionnelle. Alors eux, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Eux, ils vont regarder vos parts de marché, très important. Regarder la capacité que vous avez eu à pénétrer le marché, mais aussi la capacité que vous avez à l'acquérir, donc votre courbe de croissance. Ils vont regarder si vous avez réussi ou pas à déstabiliser votre compétition. Est-ce que vous êtes juste un nouvel entrant qui est venu se placer à côté des autres, ou est-ce que vous êtes un nouvel entrant qui a dégagé tout le monde? Exemple de ça, typiquement Free. Quand Free est arrivé sur le marché français, je ne sais pas si vous en rappelez, mais on était dans la bonne vieille école de France Télécom. On venait certes d'ouvrir le marché, de privatiser et donc d'ouvrir la concurrence. Mais enfin, il ne se passait pas grand-chose. Ils étaient tous quand même bien d'accord pour rester dans les bons mêmes prix, etc. Free, il est arrivé. Non seulement il a raflé les parts de marché, mais il a carrément déstabilisé la compétition, c'est rien de le dire. Donc, vous voyez un élément comme Free, dans les deux KPIs là, d'une période de croissance,
ben déjà, il a franchement eu gros succès sur les 2 premières. Avec sa stratégie de perte financière, parce qu'il ne faut pas croire quand Free, au début, donnait les forfaits gratuits, etc., il y avait une grosse perte financière. Donc, exemple typique où on va chercher des fonds pour financer ça. On prend beaucoup de parts de marché, on déstabilise la compétition, donc elle se raligne. Donc, en fait, on remet la compétition à notre niveau et ensuite, on commence à regarder comment on fait de l'argent. Et ce sont les métriques suivantes que ces gens-là regarderaient. Donc, quelles sont vos métriques quantitatives et surtout, quelle est la croissance de votre chiffre d'affaires. Alors, en général, à ce stade-là, en série du moins A, B et C, c'est-à-dire jusqu'à des levées de fonds de l'ordre de 50, 100 millions d'euros à peu près, les investisseurs ne seront pas forcément très regardants sur votre rentabilité. Donc, si vous perdez de l'argent, c'est OK, mais ils seront par contre très exigeants sur comment vous le perdez, cet argent. Donc, si typiquement vous faites des pertes parce que tous les 3 mois, vous envoyez tous vos gars de l'équipe commerciale une semaine aux Bahamas pour soi-disant réfléchir de la stratégie et ça vous coûte 100 000 euros par séjour, là, ils vont pas être contents du tout, vos actionnaires. Si en revanche, dès que vous gagnez un peu d'argent, vous le réinvestissez systématiquement pour gagner en part, là, ils acceptent. Et puis ensuite, voilà, dans le public, juste un mot là-dessus, mais dans le public, ce qui est très, très important, c'est la croissance de votre chiffre d'affaires, c'est la rentabilité. Là, je peux vous dire, puisque notre startup précédente, on l'a coté en bourse, la notion de rentabilité, plan de rentabilité, c'est un truc vraiment qui se regarde. C'est l'évolution de votre prix de l'action, puisque votre prix de l'action est maintenant presque indépendant de vous, hein, coté. Il a une évolution et les actionnaires sont très sensibles à ça. Et puis, il y a ce qu'on appelle le P/E ratio, qui est votre en fait capacité en tant qu'entreprise, la réalité en fait de votre production de valeur par rapport à ce que le marché pense que vous produisez comme valeur. En gros, est-ce que votre boîte est surcotée ou sous-cotée? Voilà, donc avec ça en tête, je vais vous partager quand même 2 petites règles. On est toujours dans le quand, hein, rappelez-vous, on est toujours dans le quand. Donc là, on essaie de regarder à quel moment je lève des fonds et à qui je m'adresse. Pour moi, il y a 2 règles, mais absolument cardinales. Et croyez-moi, j'écris très, très rarement en rouge sur mes PowerPoints et j'écris jamais en gros comme ça. Mais celle-là, elle est essentielle. Il faut toujours lever des fonds quand on n'en a pas besoin. Et j'insiste là-dessus, il faut vraiment toujours lever des fonds quand on n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que quand vous n'en avez pas besoin, vous allez en avoir besoin. Il y a un plan, les gens ne sont pas idiots. Mais s'il ne faut pas que vous leviez 100 000 euros tout de suite, parce que si vous ne l'avez pas, votre société ferme dans 2 mois, alors vous avez le temps déjà de connaître vos investisseurs potentiels, et je reviendrai là-dessus. Mais vous avez surtout la possibilité de négocier les termes et les conditions de votre levée de fonds. Si vous arrivez et vous faites ce qui s'appelle une levée d'urgence, c'est-à-dire dans 2 mois, ce film-là, il n'y a plus d'argent, vous devez mettre la clé sous la porte, du coup, vous allez lever des fonds, vous êtes complètement à la merci de vos investisseurs potentiels qui, du coup, pourraient prendre plus de parts dans votre entreprise que nécessaire, pourraient vous imposer des conditions qui vous font pas trop plaisir. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième, j'ai parlé pas mal de maturité en fonction des stades d'avancement de votre société. Moi, je vous invite à vous poser les 2 questions suivantes et à y répondre toujours le plus sincèrement possible. La première, c'est vous avez peut-être des économies de côté, quelle qu'en soit la taille, hein, des petites économies, des très grosses économies. La question, quand vous êtes le porteur du projet et que vous allez lever des fonds, et quel que soit le stade, c'est est-ce que vous, personnellement, vous seriez prêt à mettre l'ensemble de vos économies dans votre propre société? Alors, je ne dis pas que si vous répondez oui, vous devez le faire. Hein, c'est pas ça que je dis. Mais je dis, c'est un test. Est-ce que vous, sincèrement, vous y croyez tellement, vous êtes tellement confiant que vous serez prêt à mettre l'ensemble de vos économies? Et la deuxième partie, parce que on est toujours un peu malhonnête quand il s'agit de soi-même, hein, la deuxième partie, c'est vous prenez la personne que vous aimez le plus au monde. Donc, ça peut être votre compagne, votre compagnon, vos enfants, vos parents, enfin, qui vous voulez. Et est-ce que, sincèrement, vous leur conseilleriez ou vous leur demanderiez de mettre 80% de leurs économies dans votre boîte? C'est-à-dire pas tout, parce que là, tout le monde dirait non, non, moi, je ne conseillerais jamais à quelqu'un que j'aime de mettre tout son argent, voilà. Mais est-ce que vous êtes tellement confiant que vous leur dites, mettez la plupart de toutes vos économies d'une vie dans ma société parce que j'y crois? Alors, qu'on soit bien clair, si à ces 2 questions, vous avez une des 2 réponses qui est négative,
alors vous n'êtes pas prêt. D'accord? Et évidemment, ça, encore une fois, ça dépend du stade. C'est-à-dire que au niveau de la startup, quand vous commencez, vous avez juste une idée, vous allez lever 100 000 euros. Donc, voilà, vous faites un prorata. Quand vous allez lever 30 millions en série C, c'est une question différente. Mais dans l'ensemble, posez-vous cette question, essayez d'y répondre honnêtement et vous verrez que si vous faites cet exercice-là, il y a des moments où vous choisissez de décaler un peu votre levée de fonds parce que sincèrement, vous dites, ouais, ça serait idéal si je levais maintenant, mais la vérité, c'est que j'ai pas ce qu'il faut en fait. Alors là, maintenant, on va passer au comment. Alors, le comment, c'est la mécanique, en fait, d'une levée de fonds. Parce que pour l'instant, c'est bien beau, tout ça, mais on a parlé, en fait, de vous, de votre startup, de qui vous êtes et pourquoi vous lèveriez, à quel moment vous devriez considérer votre levée de fonds. Le gros truc, en fait, c'est comment on élève les fonds. Parce que c'est bien mignon de parler de tout ça, mais il faut à un moment donné aller chercher l'argent. Alors, déjà, pardon, une chose, comme je vous l'ai dit, je vais me focaliser sur le financement privé, d'accord? Le financement public, le mécanisme d'entrée en bourse, c'est hyper intéressant, franchement, c'est génial, mais je pense pas que ce soit le propos. La première chose, je vais vous présenter un petit peu une espèce de modèle des étapes d'une levée de fonds. Alors attention, ce slide, il est extrêmement résumé, mais vraiment, c'est extrêmement résumé. 2, vous trouverez des gens qui vous diront qu'ils sont pas forcément d'accord avec certaines étapes, notamment sur les durées à droite. Mais alors, les durées à droite, j'en reparlerai, mais je préfère vous donner le pire et vous aurez le meilleur que l'inverse. En général, une levée de fonds, et j'insiste, ça commence sur un exercice qui est très simple et qui ne dépend que de vous, c'est la préparation de votre documentation. Que vous soyez une start-up ou que vous ayez repris une entreprise familiale ou non familiale, dans tous les cas, il faut préparer la doc. J'entends énormément d'entrepreneurs qui me disent oui, alors on est allé discuter avec une cinquantaine de personnes, ils ont intéressé, mais personne ne donne suite. Et je leur dis à chaque fois, mais est-ce que vous avez écrit un business plan? Est-ce que vous avez fait un pitch deck ou un PowerPoint? Ah non, non, non. Ben, moi, je vois pas comment vous pouvez demander à quelqu'un d'investir de l'argent chez vous si vous n'êtes même pas capable de faire l'effort d'écrire sur papier votre plan. Enfin, ça me semble être du bon sens absolu. Mais vous seriez surpris, la moitié des startups à qui je parle, non, ils l'ont pas fait. Ou alors ils ont fait un petit PowerPoint assez mal cuit, trop long, avec trop d'informations mais pas assez. Enfin, donc la première étape, c'est préparer votre documentation et j'y reviendrai dans un instant. La deuxième phase, c'est la capture d'investisseurs. Ça encore, j'y reviendrai. En fait, une levée de fonds, c'est comme une vente. C'est comme une vente d'entreprise, c'est-à-dire que vous allez chercher du client. Et en fait, le client, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un qui va acheter votre idée, votre vision ou votre plan et qui, en échange de quoi, va vous donner de l'argent. Donc, c'est vraiment une vente. C'est le moment où on pitch, le fameux pitch. J'y reviendrai un petit peu là-dessus sur le pitch en parlant du deck de présentation, mais je vous le dis tout de suite. Le fameux coup de il faut que vous arriviez en 3 minutes avec un rythme de parole relativement lent et posé pour qu'on vous comprenne, à dire qui vous êtes, le problème que vous réglez, comment vous allez régler, quelle est votre compétition, quel est votre plan de monétisation, quels sont vos risques, parce qu'en général, c'est ce qu'on vous demande, c'est impossible. D'accord? Je vous le dis tout de suite, c'est juste pas possible. Ça, c'est du faux conseil. Ce mythe des 3 minutes où vous allez devoir exposer tout ça, c'est juste pas possible de le faire. D'accord? Donc, en fait, le pitch, c'est pas ça. Vous avez effectivement soit 3 minutes, soit 10 secondes. Ça, c'est vrai. Mais vous allez devoir cibler les points clés absolument essentiels de votre aventure. Donc, est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est d'exploser la compétition? Est-ce que c'est un avantage de secteur de marché? Vous allez vous focaliser là-dessus. Vous allez parler un peu de vos risques du potentiel, mais en fait, vous allez appâter votre investisseur potentiel pour qu'il vous donne le premier meeting. Le premier meeting, c'est un vrai meeting. C'est en général un meeting de 20 minutes ou 30 minutes. Et là, vous avez le temps de dérouler qui vous aide, le problème, la solution, les risques, le marché, etc. Voilà, il y a beaucoup de prétentions autour de ce pitch. Moi, j'aime pas du tout parce qu'en fait, c'est des gens qui s'amusent à vous faire croire qu'en 3 minutes, vous devriez être parfait et avoir dit tout ça, c'est faux. Et moi, j'aimerais beaucoup, quand je vois les gens qui disent aux jeunes start-upers ouais, mais en 3 minutes, t'as pas dit tout ça, j'aimerais beaucoup que eux donnent un exemple et qu'ils le fassent. Parce qu'à mon avis, ça se fait pas.
Ensuite, une fois que vous avez votre premier meeting, si vos investisseurs potentiels sont intéressés, vous aurez ce que j'appelle des meetings de progrès. Pourquoi? Parce que quand vous allez rencontrer au premier meeting, ils vont vous dire, ouais, d'accord, j'ai compris votre vision, etc. Mais ils vont dire, OK, c'est quoi votre plan pour les 3 prochains mois et pour les 6 prochains mois? Alors, vous allez dire, bah, dans 3 mois, bah, on aura un nouveau site web, on va lancer la version alpha, ou alors on aura lancé ce service-là, ou alors on aura tant d'utilisateurs. Ils vont noter tout ça. Vous voyez, ils ont un carnet comme moi et ils notent tout ça. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que tous les 2 mois ou tous les mois ou au bout de 3 mois, ils vont vous rappeler, ils vont vous recontacter. Vous allez avoir une discussion, ils vont demander comment ça va, comment ça se passe. Et en fait, ils vont mesurer si tout ce que vous leur avez raconté il y a 3 mois, vous l'avez fait ou pas. Donc déjà, ça, il faut le savoir. Hein. Pour eux, c'est un check. Donc des meetings de progrès, vous pouvez en avoir, vous pouvez en avoir 1, vous pouvez en avoir 3, vous pouvez en avoir 6. Ça dépend un peu de eux ou de vous. Ensuite, vous allez discuter la term sheet. Je reviendrai sur ce que c'est la term sheet et comment on la discute et surtout les gros pièges qu'il peut y avoir là-dedans. Mais en gros, la term sheet, c'est juste, c'est très simple, c'est un document assez simple qui fait en général entre 1 et 3 ou 4 pages et qui tout simplement résume les termes de l'accord d'investissement. Donc, à quelle valorisation pour la société, les droits attachés aux actions, etc. Donc, c'est juste vraiment du haut niveau pour qu'on se dise, OK, on est d'accord sur le concept. Puis après, vous avez l'accord légal. Donc là, si vous êtes avec des VC ou avec des angels qui ont des structures d'investissement, en général, vous avez un avocat en face. Si vous êtes avec des angels qui n'ont pas ça, bon, ça se fait un peu mieux. Et puis après, vous recevez l'argent. Donc, si vous regardez à droite, les durées que je vous ai mises, c'est pour chaque phase. Entre autres, et la plus longue notoirement, c'est la capture des investisseurs. La capture d'investisseurs, dites-vous que des investisseurs, ils n'attendent pas après vous. Des opportunités pour investir de l'argent, il y en a, mais à peu près une centaine par jour qui sont plus ou moins alléchantes. Donc, a priori, vous êtes un parmi N et bon, ils n'ont ni le temps ni l'envie trop de vous écouter. Donc, en fait, cette phase-là, elle peut être longue. Elle peut prendre de 1 mois à plus de 6 mois. J'ai vu des startups, ça leur prenait jusqu'à 12 mois d'avoir réussi en fait à accrocher de l'investisseur pour le pitch. Voilà, c'est une vérité, ça existe, il faut le savoir. Moi, sur ma première startup, la première levée de fonds, entre le moment où on a commencé et le moment où on a levé le million de dollars, ça nous a pris 6 mois. D'accord? Donc, la recherche d'investisseurs a pris à peu près 3 mois. Voilà. Les meetings de progrès, ça peut être plus ou moins long. Alors, les meetings de progrès, c'est rarement vrai avec les angels. Hein. Les angel investors vous feront rarement ce circuit-là d'écrire ce que vous avez dit, de vous rappeler 3 mois après. Ça marche pas trop comme ça. C'est en revanche très, très vrai avec les séries A, B, C, D, quand vous commencez à parler à des venture capitalistes, à des fonds, etc. Donc, là-dessus, en étant d'accord sur la structure, juste un rappel, lever de l'argent, c'est jamais rapide. Jamais. Et je vous conseille fortement, si vous avez prévu une levée de fonds, vous dites en 6 mois c'est fait, je vous conseille fortement en tant que good practice de doubler ça. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Ça peut être très, très long. Alors, ayant dit ça, parce que voilà, ça c'est un peu général. En général, si vous levez auprès d'Angel, donc vous êtes vraiment en early stage au tout début, la levée de fonds devrait vous prendre entre 2 et 4 mois. Parce que de toute façon, il n'y a pas tant que ça à vérifier, quoi. Hein. Je veux dire, vous avez un projet, vous avez un plan, vous avez peut-être fait en proto, vous avez peut-être quelques utilisateurs, mais la due diligence, qui est quand on regarde un investissement au détail, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire, quoi. Donc, c'est plutôt un investissement émotionnel, c'est plutôt un investissement basé sur une croyance, en fait. Donc, c'est en général 2 à 4 mois à peu près. Les VC, ça peut prendre entre 4 mois à 8 mois. Ça sera très, très rare quand vous arrivez au stade de la série A et tout ça, ça sera très, très rare que vous arriviez à faire investir un VC en moins de 4 mois. Très, très rare. Ne serait-ce que parce que le temps que vous tombiez d'accord sur la term sheet et que vous revoyez l'ensemble des avocats, ça serait mais vraiment très, très rare. Encore plus parce que eux, ils vont vouloir vous tester un peu avant. À noter qu'il y a une bonne astuce avec ça. Par exemple, vous voyez KeepUp, on a fait notre levée en seed. On va faire une levée de fonds à la fin de l'année qui sera une série A. On va aller chercher à peu près 2 millions d'euros. Moi, ça fait déjà à peu près 8 mois que je parle à tous les VC que j'ai comme cible pour cette levée de fonds. Donc, j'ai commencé il y a 8 mois et je vous parle d'une levée de fonds qui va se passer dans 6 mois en fait. Mais
En faisant ça, ils connaissent notre histoire, ils voient tous les checkpoints. C'est moi qui leur propose volontairement de faire des coups de fil tous les 3 mois pour leur dire, ben voilà où on en est, je vous avais dit ça, on en est là. De sorte que quand je vais leur dire, ben voilà, là, la levée de fonds, elle est officiellement ouverte, on va passer directement au stade de se mettre d'accord ou pas sur les termes, etc. Donc, vous avez moyen quand même d'anticiper ça et je reviendrai d'ailleurs là-dessus. Alors, je vous ai parlé quand même du fait que la levée de fonds soit un processus de vente. Il y a un truc très important que je voudrais partager avec vous, et ça, c'est sans doute une expérience un peu douloureuse que j'ai eue dans ma startup précédente. En fait, dans la startup précédente, on a fait 3 levées de fonds privées. On avait levé donc 1 million en seed. 8 mois après, on a levé 2,4 millions parce qu'on commençait à s'étendre aux États-Unis et tout ça. Et 2 ans après ça, on a levé 4 millions. Donc là, vraiment, on a fait du angel, on a fait du VC, on a fait du fonds de pension, du fonds d'equity. Et la 5e année d'existence, on a fait notre entrée en bourse. Donc nous, on a fait un petit peu tout le truc. Il y a quelque chose au début que j'avais pas bien pigé et je voulais partager avec vous là. C'est qu'en fait, quand vous allez vouloir lever une certaine quantité d'argent, comme une vente, il va falloir que vous ayez comme objectif, comme pool en fait de discussion, beaucoup plus que l'argent que vous voulez lever. C'est-à-dire, si vous voulez lever 100 000 euros, d'accord, il n'est pas déraisonnable de parler à suffisamment de personnes pour que quand vous rentrez ça dans votre CRM ou dans votre fichier Excel, le total d'argent potentiellement disponible soit 1 million d'euros. En d'autres termes, et c'est juste logique, c'est parce qu'en fait, quand vous allez parler aux gens, au fur et à mesure de votre process, ben, les gens ils vont vous dire ben non, j'investis pas ou non, pas maintenant, etc. Donc, si vous regardez à droite là, ma colonne, on part de 100%. C'est-à-dire au début, ben voilà, vous allez parler à des gens, vous allez capturer, vous allez faire des pitchs. Et il y en a qui donc vont vous écouter. Ça, je pars du principe que c'est votre base. Donc, vous êtes à 100%. Déjà, il faut savoir que d'ici votre premier meeting de présentation, c'est-à-dire en la différence des gens que vous avez pitché et les gens qui vont vous recevoir, honnêtement, si vous en avez 1 sur 5, vous êtes déjà très, très bon. D'accord 20%, c'est-à-dire 1 sur 5, vous êtes déjà très bon. Ensuite, les meetings de progrès. Là, à mon avis, ça retombe à moitié à peu près. C'est-à-dire, par rapport à votre premier meeting, est-ce qu'il y en a qui vont vous dire on se rappelle, on continue, tenez-nous au courant? À mon avis, c'est entre la moitié et plus. Alors pourquoi plus? Parce que les VC, de toute façon, ils s'en moquent. Les VC, c'est dans leur intérêt d'écouter vos histoires jusqu'à ce qu'ils prennent une décision. Mais voilà. Arrivé à la term sheet, vous divisez encore de moitié, d'accord? Parce que entre vos meetings de progrès et quelqu'un qui va vous dire ok, j'achète, j'aime l'idée, j'aime l'équipe, j'aime le marché, etc. Discutons des conditions d'investissement. Là, vous en avez encore perdu une bonne moitié. Hein. Et à partir de là, en général, ça se stabilise. C'est-à-dire que du moment où vous êtes mis d'accord sur une term sheet, à moins que les gens à qui vous parliez soient des clowns qui voulaient vous faire perdre votre temps, normalement là, ça se stabilise. Qu'est-ce qui peut se passer par contre au niveau de l'accord légal, par exemple? Il peut se passer que vous ne tombez pas d'accord sur un point légal très particulier. Je vous donne un exemple. Si vos VC vous disent, vous allez nous donner 2 sièges à votre conseil d'administration, alors que vous, par exemple, vous êtes 2 fondateurs, vous n'allez peut-être pas être content de ça parce que du coup, ça crée en fait une contre-majorité de blocage au niveau du board, du conseil d'administration. Et vous allez peut-être dire non, pour nous, ça passe pas. Et eux vont peut-être vous dire ouais, mais c'est ça ou non, c'est comme ça qu'on procède. Et donc, vous allez peut-être dire désolé. Donc, vous êtes mis d'accord sur tout, mais ça, c'est un point vraiment légal qui coince. Ça peut arriver, mais c'est quand même rare. Voilà. Donc, moi, maintenant, si vous faites les pourcentages, vous êtes parti de 100% au niveau du pitch. Et ce que je vous dis, c'est qu'en fait, pour que vous ayez de l'argent, vous en aurez probablement 5% des gens à qui vous avez parlé au début qui vous donneront de l'argent. C'est-à-dire, vous avez pitché 100 personnes pour votre levée de seed et en fait, c'est 5 qui vont vous le donner. Dans la vraie vie, c'est pas aberrant ça. Si vous voulez lever 200 000 euros et que vous vous dites, les gens nous feront des chèques à peu près entre 10 000, 20 000, 30 000 euros, d'accord? On est d'accord qu'il vous faut à peu près une dizaine ou une vingtaine de personnes. Donc, c'est pas aberrant. Vous allez parler à 100 personnes
Et oui, vous allez en trouver 10 à 20 qui vont vous donner l'argent. Mais gardez bien ça en tête. Donc, si vous vous contentez de parler à 10 personnes parce que vous les avez pitchés, vous avez dit ah oui, moi je mets dans les startups, je mets 10 000 euros, j'ai cet argent-là de côté. Vous rentrez chez vous, vous dites trop content, j'ai parlé à 10 personnes, ils m'ont dit que oui, ils mettent 10 000 euros dans les startups, 10 fois 10, 100 000, c'est bon, j'ai fini. Ben non, la réalité, c'est que là-dessus, vous en aurez un, voire deux maximum qui vous donneront les 10 000 euros dont vous aviez parlé au début. Et donc, en fait, vous finissez à 20 000 et pas à 100 000. Donc, faites très, très attention. Moi je considère qu'une règle un peu, voilà, c'est de considérer qu'il vous faut 10 fois la masse monétaire. Si vous voulez lever 1 million d'euros, vous devez parler à suffisamment d'acteurs pour que vous ayez potentiellement 10 millions d'euros dans le panier. Voilà. Une fois que j'ai pigé cette règle, je l'ai appliquée pour les levées de fonds successifs qu'on a pu faire et ça a très, très bien marché. Voilà. Donc, on vient de discuter de ça. Juste un point, et je regarde juste le dernier point du slide là. La levée de fonds, c'est un marathon, d'accord. Comme je vous dis, ça peut prendre entre 2 mois, 4 mois en site, ça peut prendre jusqu'à 1 an dans des stades assez hauts. C'est un marathon, mais à courir un rythme de sprint. C'est quand même intense. Hein. Vous voyez des gens, vous parlez, vous faites de la documentation, vous mettez à jour, vous les suivez. Donc, c'est quand même un process assez intense. Et il vous faut un mental d'acier. Parce que si vous vous référez au slide précédent, en fait, une levée de fonds, c'est un exercice dans lequel vous allez essuyer 95% de refus. D'accord? C'est comme ça. Vous allez pitcher, vendre, avoir des rendez-vous prometteurs. Et en fait, vous allez perdre, vous allez avoir 95% de non, de refus. Je ne sais pas si vous les amusez, mais essayez une journée entière ou demandez à votre conjointe de le faire si vous êtes en confinement avec eux. Pendant une journée entière, demandez-leur de vous dire non 95% du temps. Donc, du moment où vous levez jusqu'au moment où vous allez au lit. Et quel que soit le sujet, d'accord? Ben, je peux vous assurer qu'à la fin de la journée, le moral va en avoir pris un coup, sans doute. Voilà. Donc, il faut le garder en tête, c'est normal et ça fait partie du jeu. Et oui, Hubert a bien raison, il y a effectivement une course de haie à la fin. Alors, je voulais faire 3 focus. Le premier, la documentation. Donc, je vous en ai un peu parlé, mais là, je veux bien essayer d'enfoncer un peu le clou. Pourquoi déjà? Pourquoi il faut une documentation qui soit propre, solide, soignée? La première chose, lever des fonds, c'est légal. Donc, en gros, c'est des gens qui vous confient de l'argent et si vous le perdez, il peut y avoir des conséquences. Première chose, en cas de recours légal, c'est la seule preuve de ce que vous avez vraiment dit ou de ce que vous n'avez pas dit. Parce que c'est écrit, c'est envoyé une date. Deuxième chose, pour vous, ça vous apportera énormément de clarté. C'est une chose d'avoir tout le plan dans votre tête. Je vous assure que quand vous l'écrivez sur papier, sur un business plan, vous allez vous rendre compte du nombre de trous et de manques que vous avez au milieu. Donc, c'est un excellent exercice parce qu'en fait, ça vous force à aller dans le détail et les articulations. 2, 3, tout simplement, ça vous fait apparaître professionnel, rassurant et mature. Voilà. Moi, j'investis dans des boîtes et je peux vous assurer que si le pitch deck il est mal fait et qu'il n'y a pas un business plan, je regarde même pas. Paradoxalement, je regarde pas non plus le business plan parce que c'est trop long. Mais je sais qu'il est là et si, par exemple, en lisant le pitch deck, je veux aller chercher plus d'infos ou plus de détails sur un aspect particulier, alors je vais aller le voir dans le business plan. Et c'est comme ça que ça marche. Bon, si vous ne faites pas de documentation, c'est très simple. Hein. Prenez mes 3 points précédents et inversez-les. Donc, en gros, vous n'êtes pas rassurant ni professionnel. Clairement, il n'y a pas de clarté parce que vous n'avez pas mis les choses sur papier. Et en cas de recours légal, on sait tous que ça va être le bazar. Donc, très franchement, c'est pas hyper rassurant, quoi. Voilà. Il vous faut 3 choses, c'est pas énorme, 3 choses. Un business plan ou une information memorandum. Ça, c'est du format document écrit, donc type Word, Microsoft Word. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est un business plan, c'est sérieux, ça s'articule, c'est comme ça. Le deuxième, pitch deck. Là, c'est un PowerPoint. Là, format court, maximum 10 slides en charge utile. Ce que j'appelle charge utile, c'est hors slide d'en-tête, page de garde, et hors merci à la fin aux emails. Voilà, pas plus, parce que de toute façon, un investisseur qui reçoit votre slide deck, il aura à peu près, 2 minutes et demie pour le regarder. Encore ça, c'est plutôt généreux. Et votre prévisionnel financier sur 3 ans,
Si vous voulez le faire sur 5 ans, vous pouvez, mais on sait tous que c'est un exercice papier parce qu'il peut se passer beaucoup de choses entre 1 an et 5 ans. Information importante, quand on ne sait pas quelque chose, quand on n'en est pas sûr, on le dit et on l'écrit. Dans le business plan, on écrit par exemple, il va falloir monétiser notre solution, mais là tout de suite, on ne sait pas exactement comment. Voilà les pistes qu'on va regarder et surtout, voilà le plan qu'on va mettre en place pour arriver à la réponse de savoir comment on va monétiser. Mais on ne le met pas juste, on ne fait pas l'impasse de le mettre parce qu'on ne sait pas. Le deuxième, gestion des investisseurs pendant la levée. Alors, les do's and don'ts, donc mon avis sur à faire, à pas faire. Encore une fois, vous trouvez des gens qui vous diront l'inverse. Hein. À faire, répétez inlassablement votre vision. Rappelez-vous qu'un investisseur, il achète votre vision parce que c'est votre vision qui va aboutir au succès. D'accord? 1. De 2, présentez clairement les risques. J'ai vu pas mal de fois où des entrepreneurs essaient de cacher un peu les risques, où ils disent pas tout. Voilà. Bon, le faites pas. Avec un peu de distance par rapport à votre projet, des risques qui sautent immédiatement au visage. On les voit tout de suite. Donc, soyez clair, mettez-les. Voilà ça. Soyez modeste et ouvert. Alors ça, c'est un truc très important. Surtout en early stage, dans seed et pré-seed, les gens qui vous parleraient vont avoir en fait envie de travailler avec vous dans le futur, de vous aider sincèrement. Parfois, vont vous dire qu'ils pensent que ce que vous faites, ben c'est peut-être pas top, on pourrait faire mieux ou différemment. Ils ont envie de sentir que vous êtes ouvert à ce débat-là, à cette discussion-là. Si vous posez d'entrée comme omniscient, sûr de votre fait, à qui il faut surtout pas dire que peut-être qu'on pourrait réfléchir, ils vont pas venir. C'est trop risqué en fait. Voilà. Dernier truc, dernier petit conseil, soyez patient, d'accord? Le process, il peut être pénible. Les investisseurs, ils peuvent être un peu pénibles potentiellement. Ils pourraient vous demander encore plus de documentation. Voilà, soyez patient. Et ils ont l'argent dont vous avez besoin. Donc voilà. Alors à ne pas faire, surtout 2 choses à ne pas faire. Le premier, exagérer vos provisionnels et votre croissance. Bon, ça c'est pareil que les risques. Ça se voit d'entrée en fait. Ça se voit d'entrée. Et votre crédibilité en tant que chef d'entreprise va en prendre un coup. Donc, soyez réaliste, soyez crédible. La règle d'or, c'est, en anglais, on dit under promise, over deliver. Donc, promettez moins et délivrez plus. Ça, c'est une bonne règle. L'inverse, c'est toujours problématique. Deuxième chose qui est un peu problématique, c'est quand on voit des calculs de croissance du genre, alors le marché fait 100 milliards de dollars, on prévoit de capturer 2% du marché, du coup on aura un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars, donc voilà, notre startup elle vaut 200 milliards de dollars dans 5 ans. Regardez, c'est écrit, c'est dans le fichier Excel. Bon, ça c'est idiot, d'accord? Ça, je peux vous assurer que n'importe quel investisseur considère ce calcul-là comme inutile et idiot. Et au mieux, ça montre un manque sérieux de maturité. Donc, ce qu'on préfère voir et ce que les investisseurs préfèrent voir, c'est expliquer plutôt comment vous allez acquérir vos 10 premiers clients. Vous allez les chercher où cela? Comment vous allez les ramener? Ils vont vous payer combien? Est-ce qu'ils vont vous payer? Puis une fois que vous avez ces 10-là, comment vous prenez les 100 suivants? Expliquer le plan, expliquer les étapes. Et puis ensuite, les 1000 suivants. Pourquoi? Parce qu'après, les investisseurs, ils sont aussi capables que vous de mettre dans un fichier Excel des projections derrière. N'importe qui peut le faire, ça, d'accord? Mais vous leur expliquez que vous avez l'intention d'avoir 10 clients en 2 mois. Et puis, par contre, les 100 suivants, en 2 mois aussi. Donc, avec ça, avec ces hypothèses, ils peuvent faire leur propre projection. Et en fait, vous leur racontez la vraie vie, c'est-à-dire comment vous allez aller chercher vos clients et non pas un calcul Excel. Voilà. Dernier truc, mais ça c'est plus parce que ça gratte un peu toujours le dos des investisseurs. Dites pas que vous êtes la prochaine licorne, quoi, hein. On vous le souhaite, tout le monde vous le souhaite. Moi, Gilles, toute l'équipe Technopole, tout le monde en fait souhaite à tout le monde d'être la prochaine licorne, mais gardez-le pour vous, quoi. Hein, travaillez dur et les résultats feront ou pas que vous êtes la prochaine licorne, mais de l'annoncer d'entrée, là, c'est en fait c'est assez rédhibitoire. Alors, tout ça, on en a un peu parlé. Et je voulais vous parler juste un petit moment, juste 1 ou 2 minutes, après on passe aux questions, de la term sheet. La term sheet, c'est un document qui est vachement important. Comme me disait Hubert, à la fin de marathon, il y a la course de haies.
Dans la course de haie, il y en a plusieurs. Très bonne analogie, ça, je risque de te la voler. Il y en a plusieurs. La term sheet, c'en est une. L'accord légal, ensuite, c'en est une deuxième. Enfin, voilà. La term sheet, c'est quoi en fait? Comme je vous dis, c'est un document simple qui va inclure en général la taille de votre levée de fonds, qui va inclure le nombre d'actions que vous émettez, qui va inclure alors soit le prix des actions, soit la valorisation de votre société. Ce qui, vu que vous avez mis le nombre d'actions, revient strictement au même, d'accord? Mais voilà, ça peut être deux manières de le faire. Qui va résumer les droits spécifiques des actionnaires entrants, c'est-à-dire s'ils sont différents de votre pacte d'actionnaires existant, ben, les droits spécifiques, qui vont, très très important, inclure des conditions suspensives. Donc là, c'est comme quand vous achetez une maison. Une des conditions suspensives, si vous prenez un prêt bancaire, c'est ben, la vente est annulée sans impact pour vous si vous n'obtenez pas votre prêt bancaire. Mais en fait, il y a des conditions suspensives dans des term sheets également. Et puis ensuite, la gouvernance et les conditions sur les fondateurs. Ce qui m'amène au point d'attention. Quand vous allez discuter votre term sheet, faites attention aux catégories des actions que l'investisseur vous propose. Alors, il y a les actions ordinaires, ORD. Ça, c'est tout le monde a les mêmes actions, a le même droit, a les mêmes dividendes, a le même droit de vote, etc. Il y a les actions FOU qui sont en général les actions dédiées aux fondateurs. En général, si vous commencez à parler à des venture capitalistes, ils vont attacher aux actions founders, donc fondateurs, des règles de vesting. C'est-à-dire, vous pensez que parce que vous avez créé votre société, imaginez vous êtes deux, vous avez 50% chacun, et vous pensez que ça va rester comme ça. Non. Il y a des venture capitalistes qui pourraient vous demander, en fait, de remettre vos propres actions en question, c'est-à-dire qu'elles sont à vous, mais que vous n'aurez le droit, en fait, de vous les voir attribuer, donc de les posséder définitivement, qu'avec un plan de vesting qui va dépendre de vos performances, de vos résultats, des performances de la société. Ensuite, il y a différentes classes d'actions qui peuvent inclure, alors qui peuvent avoir des attributs différents, c'est-à-dire une telle action va donner 2 fois plus de dividendes, ou une telle classe d'action va donner 2 fois plus de droits de vote aux assemblées générales que les autres. Voilà. Et puis, il y a les fameuses pref, ce sont les actions préférentielles. Ça, c'est un petit peu le cadeau empoisonné des VC, parce que là-dedans, ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent, hein, des droits de sortie conjoints, des obligations de sortie du capital forcé, de la préférence sur la liquidation, de la préférence sur les dividendes, des droits de vote faramineux, enfin, voire pire aussi, les actions préf peuvent parfois inclure des clauses de renversement de la direction, donc où ils peuvent vous dire, bah, vous dégagez, quoi. Donc ça, il faut faire très, 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 très attention. Ensuite, il y a les règles, toutes les règles que j'appelle drag-along, tag-along. C'est toutes les règles de sortie forcée ou conjointe. Donc, par exemple, je donne un exemple, si votre investisseur principal, votre VC, peut avoir une clause dans laquelle il dit que si lui désire à un moment donné vendre l'ensemble de ses actions dans votre société, ben vous et l'ensemble des autres actionnaires être forcés également à vendre les vôtres. En d'autres termes, si ce VC-là vous dit moi, je veux que tu vendes la société, vous n'avez pas le choix, vous vendez. Voilà. Donc, ça existe, hein, c'est hyper légal, c'est marqué. Donc, ça peut être très, très dangereux. Surtout, rappelez-vous qu'un VC, encore une fois, vous n'êtes qu'une ligne dans un fichier Excel. Donc, si on arrive en novembre d'une certaine année et le VC n'a pas fait une très, très bonne année, il veut faire un retour, et vous, votre startup, elle va vachement bien. Hein. Vous savez que d'ici 2-3 ans, vous pouvez faire plus. Ben, ne négligez pas le fait que si le VC, là, il a besoin de faire un petit x2, et il se trouve que vous, s'il vendait, il ferait x2, et que vous avez ces clauses de sortie jointe, sortie forcée, eh ben, vous perdez votre startup qui marche plutôt pas mal, mais vous l'avez vendu parce qu'il fallait que le VC fasse ses chiffres. Donc, faites-y attention et c'est arrivé. Vous pouvez avoir du vesting imposé sur vos propres actions, comme j'ai discuté. Un grand jeu des VC en général, c'est les internal rate return. Alors ça, c'est charmant. Ça veut dire qu'en gros, vous avez des objectifs en tant que fondateur de la société qui peuvent être en termes d'utilisateurs, d'usage, de revenus, de rentabilité. Enfin voilà, vous définissez avec eux des objectifs. Et si en fait vous atteignez pas ces objectifs-là, ben, ce qui se passe, c'est qu'ils vous disent, voilà, vous avez fait 10% en moins que vos objectifs cette année. Du coup, vous, les fondateurs, nous donnez 10% de vos actions. Voilà, donc c'est absolument charmant, hein, c'est la double peine.
Ensuite, il y a tout ce qui est les conditions de liquidation de la société et les clauses suspensives. Il faut faire attention. Une des clauses suspensives les plus fréquentes, c'est de dire vous avez annoncé que vous voulez lever 1 million d'euros ou 100 000 euros. Et en fait, la clause suspensive, c'est que tant que vous n'avez pas la totalité des fonds que vous vouliez lever, les investisseurs peuvent annuler la levée de fonds. En d'autres termes, vous dites on va lever 1 million d'euros. Dans les term sheets, ils vous mettent OK, mais si vous n'avez pas le pool d'1 million d'euros à la fin, alors nous, on peut se désister. D'accord? Et pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils veulent éviter que vous avez dit vous levez 1 million, en fait, vous levez que 500 000 euros. Votre plan qu'ils ont acheté avait besoin d'1 million, mais du coup, en fait, vous dites non, on peut faire à 500 000 euros. Ça change tout, c'est dangereux. Ils vont vous dire, nous, on n'y va pas. Voilà. Donc, mais celle-là, elle est assez standard comme clause. Voilà. J'en ai fini avec mon blabla. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je ne crois pas qu'il y ait de questions posées. Il y a quelqu'un qui est en train de taper. Un lien pour le support PDF. Yes, ça oui, ça vous l'aurez, la Technopole vous l'enverra. Je vous ai mis au cas où quand même des petites questions à la fin, hein, parce que je m'auto-pose mes questions. Il y en a une, c'est ma propre contradiction avec, je vous ai dit, lever des fonds quand vous n'avez pas besoin, mais on a toujours besoin de fonds. Et en plus, je vous ai expliqué qu'une levée de fonds, ça peut être super long dans le temps. Alors, comment ça marche, ça? Donc voilà, j'ai répondu un peu à ça. On me demande souvent des modèles de documentation. Ah ouais, mais c'est bien beau d'avoir, de vouloir faire un business plan, mais voilà. Donc j'ai répondu à ça. Il y a une question d'Aurélie. Est-ce qu'on identifie dans les investisseurs des investisseurs éthiques? Excellente question. Excellente question. Ma réponse est oui. Tu peux identifier. Alors, tu vas pas forcément arriver à trouver des investisseurs éthiques, mais tu vas avoir d'entrée ceux qui ne le sont pas. Et en fait, il y a un peu une règle. Déjà, il y en a plusieurs. N'oubliez jamais que vous contrôlez qui rentre au capital de votre société. D'accord? Personne ne vous force à prendre de l'argent. Et je vous invite, si vous ne le sentez pas, si vous n'avez pas confiance en l'investisseur potentiel, vous sentez qu'il y a un loup, alors ne prenez pas leur argent. D'accord? Ça peut vous créer beaucoup de problèmes. J'ai eu des investisseurs problématiques dans ma société précédente et je peux vous assurer que j'ai regretté amèrement d'avoir pris leur investissement. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et ça revient un peu à la dernière question qu'il y a sur ce slide-là, ne vous sous-estimez pas. C'est pas parce que vous n'avez pas fait d'études de droit, d'avocat ou quoi, que vous n'avez pas de bon sens. Vous en savez beaucoup plus que vous le pensez en fait, parce que vous êtes des consommateurs, parce que vous avez déjà vu des contrats. Donc, s'il y a quelque chose qui vous semble louche, dites-vous bien que c'est sans doute louche. D'accord? Parce que de la même manière que je vous dis que nous, en tant qu'entrepreneurs, quand on va chercher des fonds, il faut qu'on soit clair, carré et honnête. Vous êtes en droit d'attendre des investisseurs en face qu'ils soient de même clairs, carrés et honnêtes. Et si en gros, vous pensez qu'il y a quelque chose d'un peu louche ou ça ne vous va pas, ça manque de clarté, etc., c'est qu'effectivement, il y a un loup. Et donc, je vous conseille fortement à ne pas y aller. Voilà. Donc, oui, comme partout, il existe des investisseurs qui ne sont pas éthiques, qui vont essayer de vous faire des coups fourrés. Voilà, ça existe, comme partout. En tout cas, je vous conseille d'en parler toujours à vos associés. N'hésitez pas à en parler peut-être au tout début aussi avec, bon, évidemment, les gens du Technopole, bien sûr, mais avec vos familles, etc. Parce qu'il y a quand même du bon sens populaire qui ne trompe pas. Voilà, on arrive à 2 minutes de la fin. Donc, alors, Gilles qui dit peut-on et comment se débarrasser d'un investisseur caché derrière 2 holdings, donc bien loin derrière. Alors, très bonne question. Réponse très compliquée. La réponse est un peu oui et non. De manière générale, si tu as un investisseur qui a 2 degrés de séparation parce qu'il a 2 holdings, tu auras du mal à t'en débarrasser parce que en fait, tu pourras te débarrasser de la première holding et encore dans des conditions très difficiles. Hein. Dites-vous que même sans parler de holding, se débarrasser d'un investisseur, c'est-à-dire le faire sortir de votre capital, c'est un exercice qui est extrêmement compliqué. D'accord?
Et c'est un exercice qui, en général, vous coûtera extrêmement cher parce que si, en plus, votre investisseur est un chieur fini, il va falloir lui promettre monts et merveilles pour qu'il accepte de partir. Donc, de manière générale, c'est compliqué de faire sortir un investisseur de manière forcée. Encore pire, s'il y a tout un montage financier derrière, là, ça devient carrément légal, quoi. Un investisseur qui souhaite une discussion exclusive est-il une bonne idée ou à fuir? Excellente question aussi. J'aurais dû l'aborder d'ailleurs, bravo. Alors, ça dépend de ton stade de levée de fonds. Je m'explique. Un investisseur qui te demande ça à une étape de seed, donc quand tu vas chercher entre 50 000 et 1 million d'euros, à fuir, à mon avis, c'est un emmerdeur. Je ne vois pas pourquoi à ce stade-là de la société, il vous demanderait de discuter en exclusivité avec lui. Non, je ne comprends pas pourquoi. En série A et en série B, attention, c'est beaucoup moins tranché. Si votre investisseur, votre VC par exemple, est très spécialisé dans un domaine donné et il se trouve que vous êtes une brique spécifique qui peut rajouter à cet édifice-là, alors oui, parce que ça commence à appartenir à de la confidentialité stratégique, d'accord? En revanche, tout autre cas, non, je vois pas pourquoi. Ça voudrait dire, si tu veux, que tu as un investisseur qui est beaucoup plus attaché à son propre bénéfice qu'au tien, ce qui déjà est qu'au tien, qu'à celui de votre société, ce qui déjà est un peu un problème. Si c'est un corporate, ouais, ça c'est standard. Si c'est un corporate, c'est un peu différent. Tu peux y aller, mais je vous recommanderais fortement, en revanche, d'enlever de la clause d'exclusivité les fonds professionnels d'investissement. En d'autres termes, tu lui promets de ne pas discuter avec d'autres corporates, ça d'accord, mais en revanche, tu te laisses le droit de continuer à discuter avec des fonds d'investissement professionnels. Parce que sinon, c'est trop dangereux, tu mets tous tes œufs dans le même panier. Voilà, bah écoutez, midi 1, merci à vous pour votre présence. Voilà, Isabelle, je te laisse reprendre. Merci beaucoup Stéphane. On avait promis une présentation claire et sans langue de bois. Je pense qu'on l'a eu. Je pense que effectivement toutes les entreprises présentes ont bien entendu le message. À nouveau, nous avons de grands remerciements pour toi, Stéphane. C'est précieux pour nous d'avoir dans la grande famille La Rochelle Technopole un start-upper avec cette expérience. Il faut dire que Stéphane, c'est vrai, quand il est rentré dans la Technopole, une de ses attentes était d'aider les autres. Et donc, c'est vrai qu'on l'a accueilli en ce sens à bras ouverts parce que quoi de mieux que de partager l'expérience que tu as pu avoir dans tes nombreuses vies d'entrepreneurs ou de contact avec d'autres startups. Donc, merci vraiment Stéphane pour ce partage d'expérience. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger bien sûr le support de la présentation. Vous pouvez également accéder au replay pour réécouter l'ensemble de ces bons conseils. Et à partir de cet après-midi, seront en ligne les webinaires pour la semaine prochaine qui sont tous à peu près calés, mais pas tout à fait. Mais dans l'après-midi, c'est sûr, ce sera fait. Merci à tous. Merci Stéphane. Merci à vous. Très vite. Et puis, je pense qu'on aura encore plein de choses à partager avec Stéphane. Au revoir. Bonne journée.